Si tu voles tes parents ou que tes parents te volent, il y a une immunité dans le code pénal. Ils pourront pas être condamnés pour ça. Mais non, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Oh, c'est une dinguerie! Voilà, article 311-12 code pénal. Et on a eu un autre exemple assez affreux qui choque beaucoup, et je le comprends. Le jeune qui malheureusement a pragmatisé une jeune fille dans un parc à Paris, là. Il a été mis en garde à vue, les parents aussi, et les parents ont couvert leur fils. Et ça, c'est prévu dans le code pénal. Tu peux pas être condamné pour avoir menti, entraver la justice, si c'était pour couvrir un ascendant ou un descendant. Ah, c'est fou ça, je savais pas. Alors calmez-vous. Un contexte rapide avant de commencer. Récemment, j'ai fait un live TikTok sur l'islam sunnite, sauf que vers la fin du live, une avocate est montée sur le panel pour nous parler du port du voile dans la sphère juridique. On en est venu à parler de ça parce que récemment, complètement par hasard, j'ai croisé Lilia Bouziane. J'ai eu la chance d'échanger quelques mots avec elle. C'était très cordial et vraiment c'est quelqu'un de très sympa. Bref, du coup, à la fin de mon anecdote, l'avocate en question est arrivée sur le live et on a commencé à aborder le sujet du voile, puis on a dérivé sur plein d'aspects du domaine juridique et vous allez le voir, c'est passionnant. Questions morales, éthiques, pourquoi un monstre a le droit d'être défendu par un avocat. Bref, je l'ai pas lâché car c'est pas tous les jours que je peux converser avec une personne qui a bac+12, master 8 en avocatologie. Bref, c'est parti. Salut. Salut Ecclesia. Ah, mon son a baissé, je sais pas pourquoi. Vous Ah. m'entendez bien? Ouais, je t'entends parfaitement. Je pensais que t'étais un mec, je sais pas pourquoi. Ah bah non, ça finit par un A et il y a une pépé de femme. Ouais, bah après, tu sais, sur TikTok, on voit tout. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je suis désolée, je suis pas musulmane. Ah, je suis déçu. Pastafariste à mes heures perdues, mais ça va pas Ouais, plus loin. ouais, moi aussi. Alors, est-ce que t'avais quelque chose à dire d'intéressant? Parce que moi, je suis à court là. Non, oui, c'est dommage que t'aies pas parlé de l'histoire de Saouda à Lilia Bouziane. Ouais, mais tu sais, enfin, je venais juste de la voir. Enfin, j'allais pas l'agresser directement. Ouais, C'est vrai. tu vois. C'est vrai que c'est pas une histoire très facile à placer. Non, mais en fait, je voulais lui dire que, bah, en fait, il existe des gens comme moi qui sont très critiques vis-à-vis de l'islam, mais qui respectent, qui la respectent et qui l'aiment bien, quoi. Qui a pas de, que moi, j'ai pas de souci avec les musulmans, quoi. Je voulais qu'elle comprenne ça, quoi. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, bah, c'est bien parce que, elle m'a dit ça, elle m'a dit, c'est bien parce que c'est vrai que dans les débats, ils sont toujours sur nous, les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et c'est là que je lui ai parlé de Jack. Je lui ai dit, voilà, bah, écoutez, sur YouTube, il y a vraiment toute une sphère comme ça qui parle que de l'islam et qui parle jamais des musulmans. Et c'est une bouffée d'air frais. Et du coup, elle a noté son pseudo. Mais après, voilà, je ne sais pas plus, quoi. Et elle était pas du tout hostile au fait que, enfin, elle faisait vraiment la distinction entre la critique des personnes et Oui, la critique du dogme. carrément, carrément, vraiment. Je pense vraiment qu'elle est comme, je sais pas si tu connais Wissam. Je pense vraiment qu'elle est comme Wissam, c'est-à-dire que c'est une humaniste et voilà, elle a baigné toute sa vie dans l'islam, donc elle est musulmane et puis voilà, mais ça n'empêche pas d'avoir des valeurs humanistes comme n'importe qui en fait. Ouais, j'aimerais bien parler de laïcité avec elle. Ah ouais, c'est un vaste sujet ça, hein. Compliqué. Parce que elle est intervenue beaucoup dans les médias et justement, elle fait des études de droit. Elle veut devenir avocate et elle disait Ouais. qu'elle voulait devenir, pas la première, mais un de ses rêves, c'était justement de plaider en robe d'avocate avec son voile. Ah ouais, bah là, pour faire modifier ce type de loi, ça risque d'être compliqué, hein. Bah, en fait, pour les avocats, nous, enfin, les avocats sont pas employés par l'État, donc ils sont pas soumis à la laïcité. Et donc, c'était en discussion. La Parce que profession toi, l'avait t'es entendu. avocate? Oui. Ah ok, cool. Et ça vient de tomber, c'était quoi, au début du mois de mars, le Conseil d'État a jugé que la profession avait le droit d'interdire le voile pendant les audiences en robe d'avocat. Donc malheureusement pour Lilia Bouziane, pour le moment, elle pourra pas. Ouais, et du coup, il justifie ça comment, le fait d'interdire le voile, tu sais ou pas? Et bah du coup, ah, donc il n'y a pas du tout la laïcité, hein. La laïcité, c'est pour les agents de l'État. Les avocats sont indépendants, donc c'est pas le cas. Par contre, là, on impose aux avocats en audience une robe qui est un uniforme en fait. Et le but de la robe, c'est de d'effacer l'individualité de l'avocat parce qu'il est là pour représenter son client et le défendre. Ok. Donc, pour assurer une égalité entre tous les avocats et les gens qui défendent, on interdit tout signe distinctif avec la robe. Et les signes distinctifs, c'est pas juste religieux.
Si t'es communiste et que tu veux avoir un gros pendentif sur ta robe avec la faucille et le marteau, ça marchera pas. Ah ouais, donc c'est pareil pour tout le Ou monde, quoi. anarchiste avec un gros A, ça marchera pas non plus. Ouais, il y a pas d'histoire d'islamophobie ou truc comme ça derrière, quoi. Non, pas du tout. C'est toutes les religions et ça va même au-delà des religions. Et ouais, du coup, c'est vrai que j'ai jamais entendu là-dessus. Je serais curieux de savoir ses arguments pour défendre le voile dans un tribunal. Vu tes arguments, ça m'a l'air solide. Donc je me demande ce qu'elle utilise, elle, comme argument pour essayer de faire en sorte que ça passe, quoi. Bah, en fait, l'argument qui est le plus avancé, c'est que donc le but de l'uniforme, c'est de pas pouvoir distinguer les préférences personnelles de l'avocat quand il est dans son rôle de défense. Et en gros, ce qu'il y a comme idée derrière, c'est que ça peut influencer le juge dans la décision Ah qu'il oui. va rendre. Ceux qui sont pour le port du voile, ils te disent, bah, si ça influence le juge, c'est qu'il y a de la discrimination derrière, ça a pas lieu d'être, et il y a la liberté de croyance et de vivre sa religion normalement. Donc il n'y a pas de raison d'interdire les signes religieux. Ah oui, ok. Ok. C'est ça leur point de vue. Ce qui peut se défendre aussi, hein, mais Ouais. Bon après ouais, c'est vrai que moi je suis plutôt du côté des avocats, enfin du côté des gens qui décident de cette loi-là, parce que ouais, c'est vrai que ça serait ouf d'avoir des avocats qui plaident avec des kippas, avec des voiles, ce serait n'importe quoi. bah, en fait, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, il faut même supprimer la robe de l'avocat, en fait. Parce que Oui, le but de la robe, c'est d'avoir un uniforme et qu'on soit tous pareils. ouais, dans ce cas-là, ouais, tu viens en civil, quoi. Bah, c'est ça. Ah, je crois qu'à l'origine, la robe, c'était donc pour qu'on soit tous pareils et qu'on remarque pas les différences de richesse dans l'habillement. Et donc, cette idée-là, c'est vraiment que, bah, qu'on puisse pas te distinguer d'un autre avocat et qu'il y ait une préférence qui soit donnée à toi plutôt qu'à un autre. Donc, dans ces cas-là, pourquoi pas, mais supprimons la robe, ça sert à rien, du coup. Ouais, oui. Parce que l'autre argument, c'est la robe, ça sert pour les gens qui sont pas habitués aux tribunaux à identifier qui sont les avocats. Bah, dans Bah ces oui, en cas-là, on plus. met un badge avec écrit avocat dessus, et puis ça Ouais, suffit. ouais, oui, ça me paraît un peu invraisemblable, mais ouais, c'est Mais vrai. par contre, il y a beaucoup font l'erreur de croire que c'est la laïcité, et non, puisque pour le coup, les avocats sont indépendants, hein. Mhm. Et si c'est pas indiscret, toi, tu fais quoi exactement? Tu protèges des personnes, des entreprises? C'est dans quel domaine? Moi, je suis généraliste. Ça peut m'arriver d'avoir des clients entreprises, mais c'est plus rare. C'est plus souvent des individus. Et ça peut être du droit de la famille, du pénal, un peu de commercial, mais pas beaucoup. Et rapidement, je sais pas si tu peux nous expliquer, mais tu sais, parfois il y a des affaires vraiment sordides et le mec qui a fait des atrocités, il est défendu par un avocat et c'est vrai que dans l'écrasante majorité des cas, la majorité des gens ne comprennent pas pourquoi ce mec qui a fait des atrocités est défendu quand même, tu vois. Est-ce que toi, tu as des arguments pour dire, bah oui, ce mec-là, il faut le défendre? Alors déjà, le premier truc, c'est que on défend une personne, mais on défend pas les actes qu'il a commis ou qu'il a pas commis, s'il nie, quoi. Hein. Mais on n'est pas là pour défendre les actes qu'on lui reproche. Un exemple, bah, commettre un meurtre, c'est horrible. Je sais pas si tu connais l'affaire du petit Grégory. Ça Bah oui, commence à oui. être vieux un peu maintenant, mais Ouais. je sais pas si tu te souviens, mais le père du petit Grégory a tué celui qu'il croyait être le coupable quand il Ah est sorti ouais? de prison. Ah, je savais pas du tout. En fait, il y a une première personne qui a été accusée d'avoir tué le petit Grégory. Il a été mis en prison en détention provisoire, donc avant tout procès. Donc il n'était pas condamné, il était présumé innocent. Il a passé quelques mois en prison et après il est sorti. Et les parents étaient persuadés que c'était le coupable. Et le père l'a tué. Ah ouais, chaud. Et donc il a été jugé pour ce meurtre-là. Mais je pense qu'on sera quand même tous d'accord, même si il avait tort de tuer quelqu'un et c'est normal qu'il soit jugé pour ça, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va aller préméditer son geste et aller tuer quelqu'un pour avoir l'assurance vie, par exemple. Ouais. Tu Oui, mais vois, ce on que, n'est pas sur la même circonstance. ouais, mais ce que je comprends pas, tu vois, par exemple, quelqu'un qui enlève un enfant, qui le VIOL et Ah oui, qui le pragmatise. excuse-moi, t'as quelqu'un qui signale qu'effectivement, faut qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise. Je Ouais, suis pas trop ouais, habituée à ça, moi. ouais, pardon, effectivement, on va dire pragmatiser au lieu de Oui, TUER. oui, oui, oui.
Mais oui, dans le cas où tu as un gars qui pragmatise et qui viole un enfant, par exemple, enfin, pourquoi on défend ce type de personne si on imagine que bah là, il y a toutes les preuves, son ADN est retrouvé, tu vois, enfin, et du coup, qu'est-ce qui justifie de défendre un gars comme ça? Tu vois, c'est ça le truc. Bah, il y a plein de choses parce que, alors, quand tu défends quelqu'un, il y a deux niveaux de défense. Il y a est-ce qu'il est coupable ou pas? Et s'il est coupable, quelle peine tu lui donnes? Et la peine, ça va être en fonction de est-ce qu'il a des antécédents judiciaires, sa dangerosité, pourquoi il a fait ça? Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ah ouais, par exemple, oui, du coup, par exemple, son enfance, l'enfance qu'il a eue, peut-être que ça peut expliquer ce qu'il est devenu, tout ça, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ça peut jouer. Sur la dangerosité, bah là, tu vas avoir des expertises psy qui vont t'expliquer la motivation de ces actes. Est-ce que on a des risques qui commettent de nouveau des faits ou pas? Euh, Quand tu encours perpétuité, le rôle de l'avocat, si dans le dossier il y a toutes les preuves, ça va être d'essayer de diminuer la peine. C'est tout. Et Ouais. effectivement, diminuer la peine, ça va être en fonction du parcours, de si la personne elle est jugée 15 ans après les faits, bah, qu'est-ce qu'elle est sa vie aujourd'hui? Est-ce qu'il a engagé des choses pour retrouver le droit chemin et être moins dangereux pour la société? Toutes ces choses-là, en fait. Et oui, parce que c'est vrai que dans l'absolu, une personne qui a fait un acte horrible il y a 15 ans et qui est jugée, je vais dire une bêtise, enfin, qui a fait ça il y a, on va dire, 10 ans et qui est jugée 10 ans après, bah, c'est plus du tout la même personne que tu juges 10 ans après, tu vois, c'est bizarre. Oui. Du coup, Et c'est ça, quoi ça ça? arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup sur les affaires de VIOL, Hmm. où la plainte de la victime peut être des années après les faits, et où il faut le temps que la justice passe, et ça va demander encore 2 ou 3 ans minimum. Et donc le jour où le procès arrive, bah, les faits, en fait, ils peuvent avoir 10 ans. Et la personne, elle peut avoir construit une famille, avoir un boulot, avoir évolué. Alors ça enlève rien à l'horreur des faits s'ils sont avérés, hein. Oui, oui. Mais ça change le profil de la personne que tu juges, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte dans la décision finale qui va avoir lieu, quoi. Oui, et ça, c'est pour ça que, enfin, sur le délai avec la plainte de la victime, c'est difficile de jouer dessus, mais sur le temps de la justice, c'est quand même important qu'on n'aille pas trop vite, mais que ça prenne pas trop de temps non plus, quoi. Mais bref, juste retenez quand même qu'on défend pas les actes qui ont été commis, hein. Badinter, alors Badinter, il peut être beaucoup critiqué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pour la peine de pragmatisation. Mais Badinter n'a jamais défendu la pragmatisation des enfants. Pourtant, il a défendu des gens qui ont pragmatisé des enfants. Parce qu'il a fait quoi, lui, Badinter? C'était quoi? Et Je bah, connais le c'était nom. un grand avocat Hmm. qui est connu pour avoir évité la peine de pragmatisation à un de ses clients qui avait pragmatisé des enfants. Mais non. Si. Alors je crois que son client a pris perpète, mais il a évité la peine de pragmatisation, qui était légale à l'époque. Ouais, ouais. C'était avant Mitterrand. Et Mitterrand a été élu et il a nommé Badinter, qui était un grand avocat, ministre de la Justice. Et c'est lui qui a fait passer la réforme avec l'abolition de la peine de pragmatisation. Ah, ouais, d'accord, c'est lui qui a fait ça, ok. Donc c'est un grand avocat et un grand magistrat. Et il est Ok. connu pour ça. Et quand tu fais des études d'avocat, est-ce que on te dit directement que la peine de pragmatisation, c'est quelque chose de mal ou enfin, des trucs comme ça? Ou est-ce qu'on te laisse quand même, on te donne les arguments pour, les arguments contre, et on te laisse, toi, faire ton choix personnel, entre guillemets, enfin, ton avis personnel, ou vraiment on te dit, bah non, maintenant c'est comme ça et il n'y a plus à réfléchir, ou comment ça se passe? Bah, ni l'un ni l'autre. On te dit pas c'est comme ça, il y a plus à réfléchir, mais on te présente ça comme une grande avancée. Hmm. Mais on t'interdit pas d'avoir un avis individuel sur la question. Après, il n'y a pas de débat. On t'organise pas de débat pour savoir si c'était une bonne chose ou pas. D'accord. En fait, on te présente l'état du droit, quoi. Avant, ça existait. Aujourd'hui, ça existe plus. T'as des cours de liberté fondamentale. On te dit que ça va à l'encontre de pas mal de droits fondamentaux. Mais t'as le droit de pas être d'accord, si tu veux. Et dans cette sphère-là d'avocats, tout ça, ils globalement, tu dirais qu'ils sont plutôt contre la peine de pragmatisation, ou plutôt pour, ou c'est kiff-kiff?
C'est dur à dire. Je pense plutôt contre, mais j'ai pas de stats solides. Alors c'est peut-être mon biais de confirmation. Moi, je suis Ouais. contre. Je suis contre, mais par contre, je veux pas interdire le débat sur le sujet. Ça, je pense que ce serait une mauvaise chose. Le droit est pas figé et dans une démocratie, t'as pas le droit, enfin, il me semble, que t'as pas le droit d'enfermer les générations suivantes sur les choix du passé, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, Il faut exactement. laisser la possibilité aux nouvelles générations et aux nouveaux peuples, parce qu'à Mm. chaque fois que tu as une nouvelle génération, tu as un nouveau peuple, Mm. de faire des choix différents de ceux qu'on a fait. Ah ouais. Donc je pense que le débat, enfin qu'on ait le droit d'exprimer le fait qu'on soit pour et d'exprimer ses arguments, c'est important. Moi, je pense que ces arguments-là, ils sont moins solides que ceux qui s'opposent à la peine de pragmatisation, mais ils ont le droit de citer, en fait. On est tous des citoyens, on a le droit de défendre son point de vue. Toi, si si t'étais en face d'un mec qui est pour ça, c'est quoi, ça serait quoi ton argument le plus fort pour dire bah non, c'est vaut mieux être contre ça? Ah, le plus fort dans le sens le plus efficace pour le convaincre, ça c'est dur à dire. Ah ouais? Je pense que le plus efficace pour le convaincre, ce serait probablement le risque d'erreur judiciaire. Ah ouais, oui. Après, celui qui pour moi est le plus fort et qui me convainc le plus, c'est pas celui-là. C'est le fait que je m'imagine pas vivre dans un pays où l'État a le droit de vie ou mort sur moi, peu importe ce que j'ai fait. Dire que individuellement, que quelqu'un qui ait vécu quelque chose d'horrible ou on a fait du mal à ses enfants, il ait des envies de vengeance, ça humainement je le comprends. Mais que l'État s'accorde le droit de pragmatiser un de ses citoyens, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Par contre, enfin, du coup, par contre, tu acceptes que l'État ait le droit d'enfermer des gens, tu vois? Oui, bien sûr, Est-ce que mais c'est pas sensiblement la même chose, tu vois? ah ben alors c'est une bonne question parce que si je me mets dans la place de quelqu'un qui est jugé, est-ce que si tu me donnes le choix entre la perpétuité et la peine de pragmatisation, qu'est-ce que je choisis? Eh ben, je crois que je prends la pragmatisation. Ah Mais ouais? donc oui, bah oui. Tu Ouais. t'imagines dans une perpétuité réelle, hein. Oui, oui, vu comme ça, oui, c'est vrai que ouais. Donc c'est effectivement ça peut être plus cruel. Après, le truc c'est que on a quoi comme autre solution à part la prison pour mettre à l'écart de la société des gens qui sont extrêmement dangereux? Oui, parce qu'en fait, enfin, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est ça, en fait, le but des prisons, c'est de faire en sorte de protéger les citoyens et d'évacuer ceux qui pourraient nuire aux citoyens, à la société, en fait. C'est ça, de manière provisoire, quoi. Ouais, il y a ça, il y a le côté vraiment punitif, Mm. mais il y a aussi ce côté-là de protection, notamment quand on parle de perpétuité réelle, notamment. Tu sais, il y a des possibilités de sortir, mais avec des évaluations de dangerosité, par exemple. Oui. Et donc, tant qu'on considère que tu es dangereux, on donnera pas le feu vert pour que tu sortes. Et il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, oui, mais pendant ce temps-là, ils vont sur TikTok et jouent à la console en prison. Alors oui, c'est vrai, j'en ai vu des mecs en prison qui font des TikTok. Mais d'un autre côté, je me dis, peut-être que tu seras d'accord ou pas avec moi, Ecclésia, mais je me dis, mais est-ce que c'est mieux de les couper complètement du monde pendant cette période de prison? Je ne pense pas. Je pense que au contraire, ça sert à garder un contact avec l'extérieur et ça peut jouer sur la réinsertion à terme. Je pense que c'est pas une bonne chose de les isoler complètement de la société. Après, Oui, je suis d'accord, mais après, on a un gros problème, c'est le contrôle, quoi. C'est-à-dire que les téléphones portables en prison, normalement, c'est illégal. Mais le souci, c'est que bon, bah, il y a beaucoup de trafic et quand ils ont pas de téléphone portable, le lien avec l'extérieur, là, je parle même pas d'internet, hein, je parle téléphone avec les proches. ouais. C'est des lignes fixes où tu vas avoir un téléphone pour 100 détenus et avec des tarifs qui sont délirants. Ah, mais ils payent les détenus pour Et téléphoner? bien sûr qu'ils le payent. Et ils Ah le ouais. payent à un prix, alors je saurais pas te donner le prix, je l'avais vu à l'époque, mais je sais plus. Mais le prix est délirant, c'est-à-dire que Free n'est pas encore arrivé dans les prisons, hein. Ah ouais. Donc c'est un peu normal, si tu veux, qu'il y ait du trafic avec les téléphones quand tu vois les conditions qu'on leur propose. Après, ils s'en servent aussi pour autre chose, c'est-à-dire que quand tu as un téléphone, bah tu vas t'en servir pour communiquer avec ta famille, mais tu peux aussi t'en servir pour gérer un trafic depuis la prison, et ça c'est pas normal. Ah oui, 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 clairement. Mais après, je me dis, oui, pour garder contact et justement
stopper un peu ces trafics de téléphone en prison, je me dis bah pourquoi ne pas mettre en place un système avec des téléphones qui sont accessibles seulement, je sais pas, je vais dire une bêtise, 1 heure par jour. Comme ça, voilà, ils peuvent aller sur les réseaux, être en contact avec leur famille, et ça peut peut-être faire diminuer ces trucs de trafic de téléphone s'ils ont accès déjà de base à un téléphone et à 2, 3 réseaux sociaux de temps en temps, tu vois. Je pense que ça peut être une bonne chose. Après, pourquoi ce n'est pas fait, ça, j'en sais rien. Ah ouais, ouais, je pense que ce serait une très très bonne chose. Ah ouais, carrément. Je pensais dire une connerie. Ah non, non, parce que, en fait, d'un côté, on a les possibilités légales qui sont ultra restrictives et ultra chères. Et de l'autre côté, on a, bah, du coup, les détenus, ils s'organisent pour faire autrement. Mais vu qu'il y a aucun contrôle, eh bah, ça donne lieu à plein de dérives. Donc ouais, il faudrait un juste milieu, évidemment. Ouais. J'ai une question, peut-être que tu ne sauras pas, mais souvent je vois des commentaires des gens qui disent oui, en prison, ils regardent la télé, tout ça. Mais j'avais vu qu'en fait, la télé dans les prisons, c'est payant. Est-ce que ça, tu as une info là-dessus ou pas? Il y a beaucoup de choses qui sont payantes dans les prisons, et il me semble que la télé en fait partie, hein. Ah oui, ok. Ok. Il me Ouais, donc, semble bien que ça en fait partie. ok, ouais, c'est pas donné à tout le monde directement quand tu arrives en prison, quoi. Non, on appelle ça cantiner. Cantiner, c'est réussir à commander des choses depuis la prison, des choses qui sont pas incluses de base, quoi. Il y a la Ah oui. télé, il y a les cigarettes, il y a tout un tas de choses. Et ça, c'est organisé par la prison directement. Oui, oui, Ok. oui, ils ont des catalogues de commandes et les prix sont bien, bien plus élevés que ce que nous, on a en allant au supermarché ou voilà. Et d'un autre côté, ça leur, enfin, ce niveau de prix, ça sert aussi peut-être justement à financer les prisons. Enfin, j'imagine peut-être. J'en sais rien. Alors là, je pourrais pas te répondre. Enfin, je vois que ça pour que ce soit plus cher, tu vois. Sinon, je vois pas d'autres trucs là comme ça. Je vois pas d'autres J'ai eu une explications. autre hypothèse, mais c'est vraiment juste une hypothèse, hein. Faut pas du tout prendre ce que je dis pour argent comptant. Hmm. Mais il y a peut-être aussi un côté monopole. C'est-à-dire C'est-à-dire? que bah, si t'as pas plusieurs entreprises qui sont mises en concurrence et que t'en as qu'une qui gère le truc, bah elle peut en profiter au niveau des prix, quoi. Ah oui. Mais c'est vraiment une hypothèse, hein. Hmm. Il y en a un qui dit, bah déjà ils sont logés, nourris gratuitement. Oui, bah c'est le minimum quand même. Ça reste des humains, les gars. Heureusement qu'ils sont nourris. Donc oui, je te confirme, j'ai été regarder, la télé en cellule coûte 14 € par mois. Ah ouais, quand même. Putain, Attends, ça date de quand cet article? 2019, ouais, c'est assez récent. et c'est pas donné non plus, quoi. 14 balles par mois. Ouais, quoi qu'à l'année, ça fait quoi? 140, ouais. C'est pas cher, mais bon, enfin, il y en a qui disent c'est pas cher, mais il faut prendre aussi en compte le fait que bah, l'écrasante majorité je pense, des gens qui sont en prison, c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens, tu vois. S'ils avaient les moyens, je pense que l'écrasante majorité, justement, s'ils avaient un confort de vie suffisant, je pense que l'écrasante majorité serait pas en prison, quoi, tu vois, Oui, et puis il faut prendre en compte le fait que bah ils ont pas de revenus à côté, sauf ceux Ah qui oui. travaillent, et que le salaire du travail en prison est bien, bien, bien inférieur au SMIC. Et d'ailleurs, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais il y a une question là. Ils ont le droit au chômage, ces gens-là? Ouh là là, vous me posez beaucoup, beaucoup de questions auxquelles j'ai pas la réponse. Ah, bah, Je sais pas, franchement, je sais pas. ouais, je me demande si, toi, est-ce qu'ils ont vu qu'ils vont en prison, est-ce que du coup, ouais, est-ce qu'ils continuent à toucher le chômage, tu vois, c'est ça, ça serait à creuser ça. Ah non, non, non. France Travail nous dit, si vous perceviez une allocation chômage, cela entraînera l'arrêt de votre indemnisation si vous êtes en prison pour 15 jours et plus. Ah ouais, ça blague pas du tout, quoi. Après, est-ce que les droits sont suspendus le temps que tu sortes ou est-ce qu'ils sont supprimés? Ça, j'en sais rien. Oui, à votre sortie de prison, vous pouvez rouvrir votre droit au chômage. Pardon, je cherche en temps réel. Ouais, je vois ça. Mais non, non, franchement, je préfère le Club Med quand même, hein. Oui, oui, quand je vois des gens qui comparent la prison au Club Med, j'ai jamais vu des gens réserver une semaine en prison, hein. Calmez-vous, les gars. Ah, là, il y a une question intéressante dans le chat, c'est est-ce que si t'es en prison et que t'es innocenté finalement, est-ce que tu récupères tes droits? Sur l'allocation chômage, j'en ai aucune idée. Par contre, si t'es incarcéré et qu'ensuite t'es reconnu innocent, tu te fais indemniser par l'État.
Et comment ça se passe, hein, l'indemnisation? Tu te fais pareil, tu te fais aider par un avocat et c'est jugé ou c'est l'État qui Oui, dit bah tiens voilà oui, 10 000 oui. balles. Il y a une commission spéciale. Tu peux te faire aider par un avocat. Je crois pas qu'il soit obligatoire à vérifier, mais je crois pas. Mais c'est toujours mieux. Et après, il y a une sorte de forfait en fonction du temps que tu as passé en prison, quoi. Ah ouais. L'exemple le plus connu, c'est Patrick Dils, qui a été incarcéré à 17 ans et qui a passé entre 12 ou 14 ans, je crois. Ouais. Il a touché 1 million lui, je crois, non? C'est possible, hein, mais franchement, tu me donnes le choix. Je préfère ne renoncer aux 1 million et avoir mes 17 ans à 30 ans libres, hein. Ouais, c'est pas faux parce que ça a dû le. Bah, en plus d'être enfermé, t'as ce sentiment d'injustice permanent pendant que t'es en prison, quoi. Tu sais que t'as rien fait et t'es là, t'es en prison, mais ça doit être horrible, horrible. Sans compter que lui, donc il est entré très jeune en prison, 17 ans, et que il a subi des agissements de ses codétenus pas très sympas, quoi. Ah bah oui, oui, parce qu'il était accusé de je sais pas quoi, enfin un truc sombre, je sais plus quoi, mais. Il était accusé de la pragmatisation de 2 enfants. Ah oui, voilà, donc ouais, il a dû. Oh là là, le pauvre. C'est fou, 17 ans, il n'y avait pas encore les protections des mineurs. 17 ans, normalement, tu peux pas aller en prison. Ah si, 17 ans pour une double pragmatisation d'enfant, tu peux. Ah ouais, ok. Après, on était dans les années 80, c'est surtout les conditions de sa garde à vue et des aveux qu'on a obtenus de lui, et des conditions de l'enquête qui sont vraiment discutables. Si je dis pas de bêtises, pendant sa garde à vue, donc il a avoué au bout de 48 heures, je crois, il avait 16 ans, ou 16-17, et t'avais le commissaire qui l'interrogeait, derrière lui, donc face à Patrick Dils, le mur, t'avais une grande affiche avec la reconstitution, le plan de la scène de crime. Donc, quand tu veux lui mettre la pression et qu'il est impressionné et qu'il avoue, alors que il l'a pas fait, quand tu lui demandes des détails sur comment ça s'est passé, il a juste à lever les yeux, à regarder le mur et à dire ce qu'il voit. Oh non, oh là là, l'enfer, l'arnaque, quoi. Et comment ils ont pas pu s'en rendre compte avant du problème, quoi. Bah, il y a aucun juge, à l'époque, il y avait aucun juge et aucun avocat pendant la garde à vue, hein. Ah, il était tout seul, quoi. Oui. Et ça s'explique comment? Ça, c'est parce qu'il a refusé? C'est parce que les avocats refusaient? Ou tu sais pas? À l'époque, l'avocat intervenait. Alors, moi, j'exerçais pas, hein, dans les années 80. Je suis plus très jeune, mais quand même. L'avocat intervenait simplement au tout début de la garde à vue. Il avait 30 minutes avec son client pour lui expliquer ce qui se passait, lui donner des conseils. Et une fois qu'il avait fait ses 30 minutes, il partait. Et il se passait le reste de la garde à vue avec des enchaînements d'auditions. Et l'avocat n'était pas présent pour voir comment ça se passait. Eh oui, forcément, il peut se passer n'importe quoi. C'est plus le cas maintenant, et ça fait un petit moment. Ça, pour le coup, j'ai connu la bascule. C'était 2011 ou 2012. 2011 ou 2012, t'as au début la Cour européenne des droits de l'homme qui s'en mêle, et puis la France s'y met aussi. Et maintenant, l'avocat est présent à toutes les auditions. C'est-à-dire que s'il y a un plan au mur, bah l'avocat il le voit. Ah ouais. Si on souffle les réponses au gardé à vue, bah l'avocat il le voit et il le signale. Ouais, ça s'est amélioré du coup suite à tout ça, quoi. Oui, et maintenant l'avocat est obligatoire pour les mineurs en garde à vue. Et il y a pas tu sais, quand tu veux rejuger une affaire, il y a pas en France je crois que ça s'appelle la Cour de cassation, où en fait tu rejuges pas l'affaire en elle-même, mais tu revois si toutes les pièces, si toutes les procédures durant l'enquête ont été correctement respectées. Est-ce que ça te parle, ça? En fait, le rôle de la Cour de cassation, généralement, c'est pas de rejuger l'affaire sur le fond. Oui. Le rôle de la Cour de cassation, c'est de vérifier que le droit et la procédure ont été bien appliqués. Mais ça j'ai du mal à comprendre parce que vraiment, il y a certaines affaires, j'ai vu passer ça sur certaines infos. Le mec était coupable, c'était lui, et en fait, il a été libéré parce qu'il y avait un vice de procédure dans toute la chaîne, en fait. Mais ça change rien au fait qu'en fait, il était coupable. C'est juste qu'en fait, la décision finale est caduque parce qu'il y a eu un vice de procédure. Mais du coup, comment tu sais qu'il est de manière sûre et certaine coupable? Bah parce que le tribunal avait rendu son jugement. Il est coupable, nanana, et ça a été... Oui, mais il a rendu son jugement avec une procédure qui était viciée.
T'es t'es pas avocate pour rien, toi. Bah, Non, mais oui, mais ça change rien au fait que, ouais, ah putain, ouais, vu comme ça, je sais pas, mais si non, t'enlèves mais ton vice de procédure, ta procédure elle est différente, ton jugement il est potentiellement différent. en tout cas, j'ai le souvenir d'avoir vu, notamment pour des hommes politiques, des gars, ils étaient reconnus coupables, et en fait, en cassation, ils ont fait un pourvoi en cassation. Il y a eu un vice de procédure, mais un truc, enfin, que moi je juge complètement bidon, qui ne change rien à tout ce qu'il a fait avant. Et en fait, bah, du coup, bah, jugement annulé, terminé, on passe à Oui, autre chose, mais quoi. mets-toi dans la situation inverse, où il y a des procédures, elles sont pas respectées, on condamne la personne monte jusqu'en cour de cassation en disant c'est pas normal, la procédure a pas été respectée, et imagine la cour de cassation, du coup elle dit, bah on s'en fiche, la procédure c'est la procédure, mais on a les éléments dans le dossier qui montrent que vous êtes coupable, point. Il se passe quoi pour tous les autres dossiers pour, au niveau de la société? Ça veut dire qu'en fait, ta procédure, elle ne sert à rien. Et ça veut dire que tous les moyens sont permis. Ça veut dire que le droit à la vie privée, il n'existe plus, puisque même s'ils ne respectent pas les procédures, je dis ils, les services d'enquête, la justice, même si les procédures sont pas respectées, que tes droits à la vie privée sont pas respectés, de toute façon, l'important c'est que ça valide. Si on trouve dans les éléments qu'on a réunis des choses pour te condamner, bah ta condamnation elle sera maintenue. Ça veut dire que tu n'as plus aucune garantie en tant que citoyen. Ouais, vu comme ça, je peux comprendre. Mais tu vois, par exemple, il y a des vices de procédure, c'est vraiment n'importe quoi. Genre, la perquisition, au lieu d'être fait à 6 heures, elle a été faite à 5h50, tu vois. Et du coup, ça annule tout. Ouais, franchement, c'est pas abusé, ça. Bah non mais évidemment, mais du coup tu les mets comment les limites? Mets-toi à la Bah, place de celui qui fait la loi. Tu fais comment pour mettre les limites? moi, je dis, avec mes mots, je dis, il y a un mec, ici, un avocat qui me présente un vice de procédure comme ça. Je lui dis, bah, va voir ailleurs, mon gars, ça change rien. Si c'était fait 10 minutes après, ça change rien au fait que la perquisition ait eu lieu, qu'on a retrouvé ça, ça, ça et ça chez lui. Même si c'était 10 minutes après, ça change rien au final. Donc, va mourir, quoi. C'est bon, il est Du coup condamné, laisse-le tranquille. ton critère c'est que 10 minutes c'est pas suffisant pour entraîner une annulation de l'acte. Bah C'est oui, ça? bah oui, voilà, en gros. Du coup 2 heures c'est suffisant ou pas? Oui, il y aura toujours un flou, tu vois. Ah, ok, Et d'accord. du coup, le fait qu'il ait une autorisation du juge pour rentrer chez toi, c'était suffisant ou pas? Ou il pouvait J'ai pas le niveau pour une défoncer la avocate. porte et arriver? J'ai rien dit, on oublie. Non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que la loi, elle est obligée d'être la même pour tous. Donc, tu es obligé de fixer des critères qui sont les mêmes pour tous. Et donc, tu vas toujours trouver des cas où on a juste dépassé un petit peu ou anticipé un petit peu et où ça paraît aberrant. Mais comment tu fais quand tu établis la loi pour que le critère soit le même pour tous? Et derrière, tu peux te dire, ouais, mais si le manquement, il est minime, ça change pas. Ça existe déjà hein, à la Cour de cassation. Tu as des trucs de vice de procédure où la Cour de cassation te dit, ok, il y a un vice de procédure, mais s'il n'y a pas d'atteinte, de grief, de préjudice subi pour la personne, on n'annule pas. Ça, c'est l'état actuel de la jurisprudence au pénal pour la Cour de cassation. Ils appliquent déjà ce que tu dis. Et Ah, leur ok. critère, c'est, ok, la procédure n'a pas été respectée, mais est-ce que ça a causé un préjudice à la personne ou pas? S'ils te disent non, eh ben, ça passe. Ah oui, donc oui, donc ce que je dis, c'est pas déconnant non plus, quoi. Ok. Non, c'est pas déconnant, mais leur critère, c'est pas 10 minutes, ça va, ça passe. Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Si ça te dérange pas, j'ai une autre question. Vas-y, vas-y. Alors, je sais pas, peut-être que dans tes études, vous avez pas évoqué ce sujet-là. Moi, je suis tombé sur une conférence complètement par hasard qui concerne justement le domaine de la justice et d'un point de vue moral. Et il se trouve qu'il y a quelques années, je sais plus dans quel pays c'était, mais en gros, et je me dis si ça se trouve dans des études d'avocat, peut-être que vous étudiez ce cas-là, mais en gros, il y a quelques années, c'est dans un pays de l'Est de mémoire, il y a un gars qui a passé une annonce pour manger une partie d'un mec et le pragmatiser ensuite. Il a passé une annonce sur Internet et il y a quelqu'un qui a répondu, qui était d'accord pour se faire manger une partie de son anatomie, je sais plus laquelle, et pour se laisser mourir. Tu vois, il était d'accord pour ça.
Et du coup, bah, ils se sont rencontrés et le mec a découpé une partie du gars, il l'a mangé le gars est mort. Sauf que, en fait, en retraçant toute l'histoire, ils se sont rendus compte que, bah, effectivement, le mec a passé une annonce. Il y a un gars qui a répondu, qui était d'accord pour tout ça, et donc le mec est mort. Sauf que c'est passé en justice. Et en fait, bah, d'un point de vue moral, les juges, de ce que j'ai compris, ils étaient bien emmerdés parce que, au final, bah, il n'y a pas eu de préjudice parce qu'en fait, le gars était d'accord, en fait. Et du coup, bah, d'un point de vue moral, je trouvais cette affaire, entre guillemets, rigolote parce que, bah, en fait, dans les faits, il n'y a eu aucun préjudice. Il y a eu juste eu un mec qui voulait se faire bouffer et qui voulait mourir après. Et ben, il a trouvé quelqu'un et ouais, il s'est fait bouffer une partie de son anatomie, je sais plus laquelle. Il est mort et voilà. Alors ça a été jugé. Le gars a pris de la prison, mais dans les faits, en fait, le gars était consentant et donc ça pose une question du consentement, libre libre et éclairé et de la limite du consentement parce que là, littéralement, le mec était consentant pour mourir quoi. Et du coup, voilà, je trouve cette histoire rigolote. Je sais pas si si t'en Oui, avais il me entendu semble parler. que oui. Dans les commentaires, on dit que c'était en Allemagne et j'avais cette idée-là moi aussi. Je crois avoir entendu ça chez Zioclo. Mais oui, oui, j'en ai entendu parler. Alors en France, euh, quand tu découpes quelqu'un, ça s'appelle des violences volontaires. Et les violences volontaires, en France, elles sont interdites, même avec le consentement de la victime. Ah ouais. Je sais pas du tout en Allemagne, enfin dans le pays dans lequel ça s'est passé, comment c'était. Mais en France, le droit, c'est que tu n'as pas le droit de commettre des violences sur quelqu'un, quand bien même il est d'accord. Alors que, Alors, ouais, mais du coup, quel argument rationnel enfin, ça justifie ça. Si le mec est d'accord, qu'est-ce que ça peut leur faire, tu vois? Enfin, moi, je suis pas, moi aussi, ça me choque, tu vois, de voir ça, mais je me dis rationnellement, comment tu justifies le fait d'interdire ça, même si le mec est d'accord, tu vois? En quoi ça te regarde? Mais encore une fois, moi, je suis contre ça, hein, voilà, mais c'est juste rigolo de voir que, bah, rationnellement, y a pas vraiment d'argument rationnel pour empêcher ça, enfin, pour interdire ça. oui, on a quelqu'un qui nous dit si t'es chirurgien, ça passe. Et effectivement, pour le coup, c'est des violences et t'as le consentement de la personne. Mais le critère, c'est pas le consentement, c'est la santé du patient. Il faut qu'il y ait une nécessité thérapeutique. Ah ouais, donc en fait, les médecins, ils ont le droit de faire ça, juste, entre guillemets, parce qu'il y a une nécessité thérapeutique. Exactement. Mais mais Faire une s'il y a un gars opération qui, inutile, attends, même avec l'accord vas-y, de la vas-y. personne, Ouais. je pense que ça tombe sous le coup de la loi, clairement, hein. Ah ouais, ok, ok. Bah moi, je suis plutôt d'accord avec ça, tu vois, je suis plutôt, Et il me semble avoir entendu cette discussion-là avec Primum et Ali Babal, justement sur le sujet de la circoncision. Et c'est ce que hmm, Primum racontait de son point de vue de médecin. d'accord. Voilà. Oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Je crois avoir entendu aussi Primum en parler, ça me dit quelque chose. Mais par contre, donc, qu'est-ce qu'il justifie? Pour moi, c'est le principe de la dignité humaine. C'est-à-dire que même si tu donnes ton accord, ton intégrité corporelle, elle va au-delà de ta volonté, en fait. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Euh, une, une affaire qui est très très connue, que tous les étudiants en droit ont étudiée, c'est que vous connaissez peut-être pas, c'est l'affaire du lancer de nain. Oh, c'est quoi ce truc? Vas-y, raconte, t'en as trop dit là. Je veux Vous connaissez savoir. pas l'affaire du Non, lancer de nain? non seulement je veux savoir, mais je veux des noms. Ah, j'ai pas de nom par contre. J'ai Ouais, totalement oublié les noms. vas-y. Je connais même plus le nom de la commune, pourtant c'est le nom de l'arrêt. C'est un arrêt du Conseil d'État. Ah, c'est en Euh, France que ça s'est passé? ouais, ouais, c'est en France, ouais. Vas-y, raconte. Ça date de plusieurs dizaines d'années, hein. Je crois que c'était même avant les années 80. En fait, t'avais un spectacle qui consistait à aller, bah, tu prenais ta place et tu allais assister à des lancers de nains. Donc les nains étaient salariés, ils étaient payés et on les lançait, on les mettait en spectacle pour faire rire les gens. Et donc ils étaient évidemment d'accord. Il y avait un contrat de travail, j'imagine. Ils étaient consentants et ça a été interdit par le Conseil d'État au nom du principe de dignité humaine. Parce que même s'ils sont d'accord, bah, c'est des personnes humaines et on n'a pas à les ridiculiser et les mettre en scène comme ça.
Ah oui, il y a une dimension de discrimination. Mais ouais, d'un autre côté, putain, les nains, ils ont dû être dégoûtés quand ils ont perdu leur boulot, du coup. Ça, je connais pas l'histoire. Bah non, mais sérieux, t'es des nains qui sont salariés, qui vivent de ça, du jour au lendemain, l'État dit, bah non, c'est interdit. Mais comment ça, c'est interdit? Manifestation de nains demain. Ouais, voilà. Pour ceux Tu que ça vois? intéresse, c'est Conseil d'État, commune de Morsan-sur-Orge. Interdit les spectacles de lancer de nains. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que tout à l'heure, je suis tombé sur un sketch d'un humoriste qui parlait de ça. Ah oui? Ouais, ouais, je te jure. Et dans le public, d'ailleurs, putain, je sais plus qui c'est. Et dans le public, il y a un gars qui a parlé de ça, qui a dit, ouais, ouais, je connais, ça vient de Morsan-sur-Orge et tout ça. Et du coup, oui, ça a fait rire toute la salle. Ah, mais n'importe quel juriste que tu crois, tu lui parles du lancer de nains, il va t'en parler. Donc pour moi, les violences volontaires sur une personne consentante, c'est un peu pareil. Ouais, La ouais. limite, en fait, la question s'est posée sur des actes. Alors, je sais pas si on peut dire le mot sur TikTok. Sadomaso. C'est ça, j'allais y venir là. J'allais y venir là-dessus. Du coup, ouais, où tu mets la limite? Ben oui, c'est ça le truc. Ben, en fait, c'est toujours ça le truc avec le droit, c'est que le droit et la morale, c'est pas pareil. Et le droit, tu le décides indépendamment des situations individuelles. Et il faut que la règle soit la même pour tous. Et donc, où tu mets la limite, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je sais pas si tu connais Jack le Fou? Oui, bien sûr. Bah, Ouais. grâce à toi d'ailleurs. Ah, d'accord, ok. Ah, mais je savais pas si enfin, tu me connaissais entre guillemets, parce que je suis complètement inconnu sur TikTok. Donc, du coup, ouais, Jack, souvent, il dit la morale ne fait pas la loi ne fait pas la morale. C'est un truc que vous apprenez ça en cours de Oui. droit? Ça, je crois que c'est vraiment au tout début, hein. Dès la première année, dès les premiers cours, on te fait la différence entre la morale et la loi. Mais Alors, ça, je n'arrive, moi, quand Jack il dit cette phrase, je n'arrive pas à comprendre cette phrase. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. alors, je crois que je suis pas intégralement d'accord avec Jack, mais dans les grandes lignes, on est d'accord. Euh, En fait, le droit et la morale, c'est pas la même chose, mais évidemment, ils ont des liens l'un envers l'autre. C'est-à-dire que souvent, on va créer du droit en fonction de notre morale. Mais parfois, ça, c'est distingué. Bah, Je suis pas de la team PDF, ouais. mais l'exemple des relations incestueuses est un très bon exemple. C'est-à-dire, du coup, comment ça? Eh ben, la relation incestueuse, c'est donc une relation sexuelle Hmm. entre deux personnes qui ont un lien de famille Familial. proche. Hmm. Quand ça se fait entre deux personnes adultes et consentantes, ça n'est pas puni par la loi. Et même s'il y a une notion de supériorité, je veux dire, si c'est avec un papa et son fils, tu vois, il y a une Une autorité supériorité. de fait, Une ouais. autorité, ouais, voilà, une autorité. Eh ben, s'il est mineur, évidemment, ça tombe sous le coup de la loi. S'il est majeur, ça sera en fonction des circonstances. Ah Si ouais? on se rend compte que son consentement pour la relation, il était contraint, ça pourra tomber sous une qualif de VIOL. Ok. Mais ça dépendra des circonstances et surtout, il faudra le prouver. Ouais, du coup, c'est pas. Il y a des situations où, en fait, des situations très rares, où, en fait, le jugement de ces situations précises peuvent être super compliqués, en fait. Et il y a d'autres choses qui peuvent choquer la morale, alors de certains peut-être, pas de tous, mais par exemple le vol. Tu voles quelqu'un. Mhm. Dans le code pénal, il y a une immunité familiale. C'est-à-dire que si tu voles tes parents ou que tes parents te volent, il y a une immunité dans le code pénal. Ils pourront pas être condamnés pour ça. Mais non, c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Ah ouais? Genre, par exemple, moi, si je vole ma mère, elle pourra pas porter plainte contre moi, en gros, c'est ce que tu dis. Elle pourra porter plainte. Il y aura une enquête. Mais si ça rentre dans l'immunité, il pourra pas y avoir de condamnation. Ouais, si l'avocat met en face du juge cette immunité-là, il y a peu de chances que je sois condamné, en fait. Ouais, même si l'avocat le met pas en face et que t'as pas d'avocat, si le juge s'en rend compte, son travail, c'est de dire que ça peut pas être condamné. Oh, c'est une dinguerie! Voilà, article 311-12 code pénal, c'est Légifrance, hein, tout le monde y a accès.
Vous avez même pas à connaître l'article, j'ai tapé vol immunité familiale dans Google et ça vous envoie en premier résultat le code pénal. Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne, 1. Au préjudice de son ascendant ou de son descendant. Donc ascendant, c'est tes parents, tes grands-parents, descendant, tes enfants, tes petits-enfants. Ou 2. Au préjudice de son conjoint. Et on a eu un autre exemple assez affreux, qui choque beaucoup, et je le comprends, qui te fait la différence entre le droit et la morale, c'est le jeune qui malheureusement a pragmatisé une jeune fille dans un parc à Paris, là. J'ai plus du tout les noms, je suis désolée. Il a été mis en garde à vue, les parents aussi, et les parents ont couvert leur fils. Et ça, c'est prévu dans le code pénal. Tu peux pas être condamné pour avoir menti, entraver la justice, si c'était pour couvrir un ascendant ou un descendant. Ah, c'est fou, ça, je savais pas. Parce qu'on Mais considère que tu as un tel lien avec ton enfant ou avec tes parents que juridiquement, c'est pas raisonnable de te condamner pour ça. ouais, ce qui est pas. Enfin, là, je découvre ça, donc j'ai pas forcément d'argument, mais ce qui est pas déconnant, quoi. Ouais. Enfin, je dis pas raisonnable, c'est pas le bon terme, mais on considère que la majorité des personnes dans cette situation font face à un tel dilemme moral Mhm. entre dire la vérité et exposer ton enfant à 30 ans de prison ou perpétuité que c'est une situation trop difficile pour qu'on te condamne pour cet acte-là. Ouais, la dissonance, en fait, elle est trop grande. Enfin, ouais, c'est vraiment trop compliqué à choisir entre risquer d'être condamné pour ça ou protéger son fils. Enfin, waouh, c'est chaud. Et là, tu vois qu'on est vraiment dans des situations où la morale et le droit peuvent être en dissonance, quoi. Et je sais pas pourquoi on a un user qui dit Jack dit le contraire. Moi, les points où je crois que je suis pas d'accord avec Jack, mais je l'ai peut-être mal compris, c'est que l'exemple parfait, c'est dans l'islam, on parle du mariage des enfants, enfin des relations avec les enfants, et souvent il explique que la raison pour laquelle le droit l'interdit, c'est pas une raison morale, c'est une raison de science. Mais en fait, les relations, elles sont plus compliquées. C'est-à-dire que je pense que la raison première, c'est que ça nous choque aujourd'hui, et qu'en plus, on va appuyer le fait que ça nous choque par des éléments factuels, et ça va nous conduire à adopter une loi pour interdire ça. Mais je suis pas sûre que la raison première soit la science. Tu vois, la science est un appel, et ça va nous conduire à adopter une loi pour interdire ça. Vous avez des cours de morale dans votre cursus? Ah non, pas du tout. Ah ouais, Et ok. pour le coup, pour toi, ça aurait quel intérêt? Parce que je vois pas l'intérêt. Ben, parce qu'il y a certains. Alors, ça doit être très rare, mais comme tu l'as dit, il y a certaines affaires à juger où, d'un point de vue moral, purement rationnel, objectif entre guillemets, eh ben tu peux. Enfin, si tu veux les juger rationnellement, tu peux même pas. Par exemple, un frère, une sœur qui sont consentants, qui font des coquineries, qui ont le même âge et qui prennent du plaisir. Tu vois, enfin, ok, en France, c'est pas, enfin, je crois que c'est pas interdit, mais si ça l'était, c'est quelque chose que tu peux pas juger rationnellement. Si les deux sont consentants, ou même ce qu'on a parlé juste avant, tu vois, enfin, je veux dire, j'ai l'impression que morale et loi, c'est quand même assez imbriqué. Donc je me suis dit, ça serait cohérent d'avoir quand même des cours de morale, de savoir comment la morale évolue, comment elle fonctionne. Tu vois, c'est pour ça. En fait, il y a deux niveaux. Souvent, on parle de la morale dans l'élaboration de la loi. C'est surtout là que ça influe. C'est-à-dire que la morale, elle va nous inciter à décider d'interdire un acte ou pas parce qu'on le juge immoral. Ça, c'est pas la justice, c'est les députés, les sénateurs. Mais après, la morale, elle va intervenir dans la conscience du juge quand il va décider de condamner d'une peine. Ouais. Mais ça, on n'y peut rien en fait. Enfin, le juge, il est soumis à des biais comme nous tous. Sur le papier, son aversion pour un acte n'est pas censée intervenir, mais forcément qu'elle interviendra. Mais et là, l'avocat, il a son rôle parce que l'avocat, il est aussi là pour, on dit l'avocat du diable. Il est aussi là justement pour rappeler au juge qu'il ne doit pas se laisser emporter par ses émotions personnelles et qu'il est là pour représenter la justice en fait. Ouais. Une justice qui doit être, j'imagine, le plus rationnelle possible, non? Ou même pas?
Bah, je sais pas trop ce que rationnel veut dire dans ce cas-là. Ouais, c'est pas faux, ouais, bah oui. Mais parce que t'es encadré au niveau de la procédure, c'est très clair. Enfin, c'est très clair, c'est assez clair. Sur est-ce que tu condamnes ou pas, bah parfois c'est l'intime conviction. Alors, on est entre le factuel, le rationnel et le sentiment personnel. Et après, là où il y a beaucoup plus de marge d'appréciation, c'est si tu condamnes, tu mets quelle peine. Et là, t'es beaucoup plus libre au niveau du droit. Ouais. Dernière question, après j'arrête. Mais du coup, vous avez des cours d'acting pendant votre cursus ou pas du tout? Parce que en gros, moi j'ai pu rapidement, hein, j'ai pu accéder à des tribunaux, une salle de tribunal, et souvent j'ai vu les avocats, mais ils sont en mode représentation théâtrale, quoi. C'est un truc de fou. Et je me dis, mais c'est pas possible, ils sont formés à faire des trucs comme ça, ou c'est inné, ou je Je suis tombé. vais, je vais répondre à ta question, mais ça m'intéresserait de savoir quel type d'audience t'as vu. Oh, des audiences, genre, de petits trucs, tu vois, genre, enfin, des petits trucs. Le mec, il avait volé un machin, ou il avait conduit en état d'ivresse, et je me Ah oui? souviens, l'avocat, il était là, il prend position, il parle, et au bout d'un moment, il dit un truc grave, il retire ses lunettes d'une manière que tu remarques, tu vois, tu sais que tu sens que rien n'est laissé au hasard dans son positionnement, dans ses gestes, dans ses mots. Et vraiment, c'était très, très théâtral. Et je me suis dit, soit le gars, ou le peu de gars que j'ai vus, bah, ils sont comme ça, ils aiment bien faire comme ça, soit ils sont formés à faire un jeu d'acteur, tu vois, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est que j'ai un biais, mais j'ai pas cette impression-là. Moi, les audiences du quotidien, je trouve que... Alors, t'as un biais au pénal. Au pénal, il y a un peu plus de théâtralité, ouais. Ouais. Au civil, beaucoup moins. Mais même au pénal, dans les audiences du quotidien, bah, ce que tu me racontes, c'est des audiences du quotidien. Donc, je suis un peu étonnée. Euh, et du coup, sur notre formation, très peu. Je me souviens, alors moi, ça date de il y a un peu plus de 10 ans maintenant, l'école d'avocat. On avait un comédien qui était intervenu, euh, mais surtout, ouais, sur du placement de voix, de la prestance et tout. Mais ça avait été très bref, hein. Ça avait été quoi, même pas 8 heures de formation au final sur toute l'école d'avocat. Ah oui, ouais, c'est Après, pas. peut-être qu'à l'école d'avocat de Paris, ils en ont plus. Là, je peux pas te dire. On en a un peu, j'en ai eu un petit peu, mais c'était vraiment assez minoritaire, quoi. Ouais. Non, non, moi, j'ai pas vu ça sur Paris, j'ai vu ça dans une petite bourgade en centre, en France, quoi. Enfin, un tribunal, quoi. Mais c'était pas sur Paris, et c'est vrai que ça m'avait interloqué, sa manière qu'il avait de faire, vraiment. C'était presque rigolo, quoi. C'était marrant. Bah, en fait, c'est ça. Après, c'est où tu mets le curseur, quoi. C'est-à-dire que faut pas tomber dans le trop. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'après, quand tu tombes dans le trop, ça devient ridicule, y compris pour Mm. les juges, quoi. Ouais, en tout cas, moi, en tant que spectateur, à la fin de son truc, j'avais envie de dire, ouais, t'as raison, liberté, tu vois, j'avais envie d'être à fond derrière lui, quoi, tu vois. Bah, ça veut dire qu'il a bien fait son travail. Ah ouais, ouais, ouais. Je sais plus s'il avait fait le gars, mais j'avais envie de lui dire, mais arrêtez, laissez-le tranquille. Il a pris sa carte, j'espère. Non, j'ai pas les, j'ai pas les moyens, moi. Moi, si j'ai un problème avec la justice, je me démerde. Non, prends un avocat. Ouais, ça coûte trop cher, laisse tomber. Alors, ça coûte cher, mais peut-être pas autant qu'on imagine. Surtout quand on connaît la justice. Alors, c'est pas ton cas, hein, t'as vu des audiences et tout, mais quand on voit la justice seulement vue de YouTube, avec les procès qui peuvent être en cours entre des gros youtubeurs et tout, Ouais. quand on voit les prix qu'ils annoncent, c'est pas forcément... Enfin, tout dépend du litige. Mais les prix qu'on voit annoncés dans les litiges YouTube sont quand même assez élevés par rapport à ce qui se pratique au quotidien. Ah ouais. Ok, bah tu Après, vois, ça dépend. Là, la dernière vidéo que j'ai vue, effectivement, quand tu demandes un constat d'huissier de 400 pages, oui, ça coûte. Eh oui, bah oui, pour retranscrire tout ce qui a été dit en vidéo, nanana, Et là, nanana. c'est pas l'avocat, en l'occurrence, c'est l'huissier. Ah ouais, donc ouais, en plus il y a d'autres mecs qui viennent prendre leur billet, c'est bon, ouais, laisse-moi tranquille. Oui. S'il m'arrive une merde un jour, c'est bon, coupable, vous embêtez pas, c'est moi, allez, on passe à autre chose.
Mais non. Non, je plaisante, mais c'est pour dire, ouais, ça, entre un tel qui prend son billet, l'avocat qui prend son billet et tout, putain, j'ai l'impression que tu t'en sors jamais, quoi. Enfin, d'ailleurs, Assermandax le disait, je sais plus, lors d'une interview à Sud Radio, et il disait en gros, ouais, il faut avoir les moyens pour. Ah oui, tout le monde lui était tombé dessus et c'était vraiment injuste. J'ai pas compris pourquoi il s'est pris Bah, une surtout que forme. cette phrase, pour ceux qui nous écoutent, il avait dit une phrase du genre, pour aller en justice, il faut avoir de l'argent. Et c'est partiellement vrai, Ah oui, oui. mais globalement, globalement, je pense qu'il a raison. Oui, enfin, c'est pas des monsieur tout le monde qui va amener en justice toutes les 4 matins des entreprises ou des machins, parce que oui, ça coûte de l'argent. Alors oui, après, il y a un système qui permet aux plus démunis d'avoir des avocats gratuitement, ou en tout cas, ou peut-être à prix réduit, j'en sais rien exactement comment ça marche, mais globalement, oui, c'est un truc de riche, le fait de porter plainte contre un tel, voilà. Bah, le C'est vrai. gros problème, c'est ça, c'est que tu as un système où l'État paye soit en totalité, soit en partie ton avocat, c'est l'aide juridictionnelle. Et c'est très bien. Il y a deux problèmes. C'est que les plafonds de revenus pour bénéficier de cette aide sont très bas. Pour que ton avocat soit pris en charge intégralement, aujourd'hui, il faut que tu... Ah, donc il y a trois conditions cumulatives. Attends, non, trois. Euh, il faut que tu gagnes moins de 12 000 ou 13 000 euros à l'année, Ouais. que tu n'aies pas un patrimoine immobilier qui dépasse environ 35 000 euros, hors résidence principale. On compte pas l'endroit où tu habites. Ouais. Et que tu n'aies pas une épargne qui dépasse 12 000 ou 15 000 euros. Ouais, donc j'imagine la majorité des Français, je pense. Ouais, clairement, clairement. Donc ça, c'est un problème parce que les plafonds sont beaucoup trop bas. Et l'autre problème, c'est que l'avocat, donc si toi, tu as le droit à l'aide intégrale, ton avocat n'a pas le droit de te demander d'argent. Par contre, l'avocat, il sera payé par l'État. Mais c'est pas l'avocat qui décide combien l'État va le payer. C'est l'État qui a mis des tableaux en place et qui te dit pour telle procédure, moi, je verse tant à l'avocat. Et le montant qu'il verse à l'avocat est pas du tout adapté, parfois, au travail que fournit l'avocat. Et donc, l'avocat peut travailler à perte. Ah ouais, carrément, à perte. Oui, parce que c'est en fonction du type de procédure. C'est-à-dire qu'on te dit, t'es convoqué devant le tribunal correctionnel, et ben la somme forfaitaire, ça va être ça. Alors je sais plus combien c'est 200 ou 300. D'attendre Euh, 200 ou 300 par heure? non, non, pour le dossier. Ah ouais, oh putain, ouais, d'accord. Donc en fait, si c'est une conduite en état d'ivresse, ça peut le faire. Si c'est un dossier où on te reproche, euh, je sais pas moi, un dossier complexe, un abus de confiance où on te reproche d'avoir détourné, t'es aide-soignant en EHPAD, on te reproche d'avoir détourné 50 000 euros auprès des patients. Hmm. Bah déjà, les 50 000 euros, il faut que tu pointes toutes les sommes, chaque ligne, le contexte. Et t'imagines le temps de Ah travail pour ouais, ça, non, quoi. je démissionne. Je dis c'est bon, c'est bon. Allez, je, je retourne faire caissier à Carrefour, laissez-moi tranquille. Voilà. Donc les deux problèmes, c'est ça. C'est que les gens qui ont une affaire en justice, ils vont pas forcément bénéficier de cette aide s'ils gagnent 1500 euros par mois, qu'ils n'ont pas d'épargne et pas de résidence secondaire. Et à côté de ça, quand bien même tu réussis à bénéficier de cette aide, si ton dossier il est complexe, l'avocat il voudra pas forcément accepter parce qu'il a pas envie de travailler à perte. Eh oui, oui. Ah ouais, donc ouais, l'avocat peut refuser aussi, quoi. Oui, l'avocat peut refuser si tu Hmm. le choisis, mais par contre si t'es commis d'office, tu peux pas vraiment refuser. Ah ouais, tu peux pas vraiment refuser, d'accord. Ok. Et Donc effectivement, je comprends les gens qui disent que la justice est mal faite, mais moi je suis d'accord sur les constats. Mais discutons des solutions parce que les solutions elles sont pas forcément simples, quoi. oui, après, enfin, l'écrasante majorité des gens qui disent oui, la justice est mal faite, c'est des gens comme moi, et enfin, c'est des gens qui ne sont pas dans le domaine de la justice. Donc ça, enfin, c'est pas une attaque, hein, mais c'est plutôt à vous de discuter des solutions, mais pas à nous, on n'y connaît rien, tu vois. Bah oui, t'as en partie raison. Moi, la chose qui m'agace le plus, c'est quand on tombe sur la justice dans le cadre d'une affaire,
alors que, en fait, les juges n'ont fait qu'appliquer le droit. Et ce qui paraît injuste aux gens, c'est pas tant la décision du juge que ce que dit la loi, en fait. Ah oui. Ouais, si la loi ne permettait pas au juge de déterminer X sanctions, bah, le juge n'aurait pas pu déterminer cette sanction qui a fait scandale et tout ça. Ouais, ok. Ouais, exactement. L'exemple classique, mais après c'est une grosse discussion, mais l'exemple classique qui indigne souvent les gens, c'est la prescription. Ah oui, c'est combien, par exemple, enfin, c'est quoi les prescriptions exactement? C'est combien pour Alors, je vais vous donner des chiffres simples, mais c'est toujours plus compliqué malheureusement. Euh, les délais de prescription, ils s'appliquent en fonction de la date des faits, pas de la date où on ouvre une enquête. Donc les délais aujourd'hui, c'est que quand tu commets un crime, c'est prescrit en 20 ans. Quand tu commets un délit, c'est prescrit en 6 ans. Et quand tu commets une contravention, c'était 1, mais je crois que c'est passé à 2. Je sais plus. Et donc ces délais-là, ils ont changé avec le temps. Donc les dates que je vous donne, c'est pour un acte qui est commis aujourd'hui. Et le délai de prescription, c'est s'il se passe rien pendant ce délai. S'il y a des actes d'enquête pendant le délai repart à 0. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, après, enfin, c'est quand même pas plus mal qu'il y ait des prescriptions parce que, comme on le disait tout à l'heure, un humain qui a 20 ans n'est plus le même humain qu'il était quand il a 40 ans. Tu vois, heureusement, moi, je suis plus la même personne que j'étais quand j'avais 18 ans. Ouais, mais ça, la justice peut le prendre en compte si elle te Ouais. juge beaucoup plus tard. Sachant que moi, alors les gens connaissent très peu ce fait divers là maintenant, mais moi, il m'avait marqué. C'est la petite inconnue de la 10. Bref, c'est une petite fille qui a été abandonnée sur une aire d'autoroute. Enfin, son corps a été abandonné sur une aire d'autoroute dans les années 80. Et on a retrouvé, enfin, le dossier a toujours été ouvert en enquête. C'est-à-dire qu'il faisait des actes d'enquête régulièrement. On connaissait pas son identité. Il faisait des actes d'enquête régulièrement pour que le délai de prescription n'arrive jamais au bout. Et pour que ce ne soit jamais prescrit. Et il y a 2 ans ou 3 ans de ça, à l'occasion d'un contrôle d'empreinte digitale, le gendarme a juste lancé le contrôle automatique sur son ordinateur et il y a eu un résultat trouvé. Et en fait, il se trouve que un de ses frères a commis un petit délit, un vol ou je sais pas quoi. Et donc, on a pris ses empreintes dans le fichier. Et la recherche d'empreintes se fait aussi sur les collatéraux. Et on a trouvé son identité grâce à son frère qui avait commis un petit vol. Ah ouais. Quasiment 30 ans après la découverte de son corps. Et donc là, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que 30 ans après la découverte de son corps, ils ont trouvé le coupable. Oui, trouver le coupable. Pour l'instant, personne n'est condamné, mais ses parents vont passer en cour d'assises probablement cette année. Ah ouais. Ah ouais, alors que ça fait 30 ans que ça s'est passé, quoi. Parce que si tu fais un acte d'enquête alors que la prescription n'est pas encore acquise, ah ouais, ça remet à 0. Pas terminé, ça remet à 0. Et cette affaire a beaucoup, beaucoup marqué la région où on a trouvé le corps de la petite. Et les procureurs et les gendarmes du secteur se sont toujours tous passé le mot pour que jamais le délai de prescription ne puisse arriver à son terme. Et moi, j'imagine la tête du gendarme quand il a lancé son contrôle automatique pour pas laisser la prescription passer et qu'il a vu un résultat trouvé. Ouais, Eureka, quoi. Enfin, Bah ouais. il y a quelque chose. Et donc, la principale raison d'être de la prescription, c'est justement la déperdition des preuves. C'est qu'on considère que quand il y a trop de temps qui s'est passé, de toute façon, on n'arrivera plus à trouver de preuves pour réussir à condamner la personne qui serait accusée. Ouais, ce qui peut être compréhensible. Cela dit, après, vu la technique et la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut quand même faire des miracles, quoi. Bah, l'ADN a changé énormément de choses. Ouais, bah oui. Mais l'ADN, ça marche pour des infractions comme la pragmatisation. Mais pour des infractions comme du VIOL, c'est plus difficile. Ah ouais? Comment ça? Pourquoi? Bah, c'est très rare que tu aies du VIOL avec une personne inconnue. Ah oui. C'est dans l'entourage. Ouais. Les plaintes sont décalées de plusieurs mois ou plusieurs années. Et quand bien même tu as l'ADN de la personne peut toujours se défendre en disant que la victime était consentante.
Et autant pour des violences volontaires, ça marche pas, Mm. autant pour des relations ex-pelles, ça marche. Eh oui, oui, oui. Encore une fois, j'avais une autre question et je l'ai bouffée, putain. Non, mais je vais te laisser aller dormir là. Bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. Eh ben, plaisir J'avais partagé. découvert ta chaîne YouTube il y a très longtemps. Ah ouais. J'avais toujours trouvé ça très intéressant. Les seuls sujets sur lesquels j'étais pas sur lesquels j'ai été en désaccord avec toi, c'était justement sur la justice. Ah bah Euh, oui, tu m'étonnes. Oui, moi je donne mon avis de simple citoyen, donc t'as dû non, t'arracher mais les cheveux. c'était à l'époque où tu faisais des vidéos sur Étienne Chouard et la souveraineté populaire. Ah, wow. Ah ouais, mais t'es une ancienne. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Ah oui, je me souviens même plus de ce que je racontais. Mais oui, ça devait être catastrophique. Bah, je me souviens plus non plus. Je me souviens juste que j'étais en désaccord. Mais je sais plus pourquoi exactement. Mais Ouais, ouais, ça m'étonne qu'à moitié. Ouais. Enfin, ok, d'accord, oui, parce que Étienne Chouard, il est bien gentil, mais c'est vrai que quand tu creuses un peu, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il raconte, tout ça, quoi. non, mais en l'occurrence, en plus, bon, bah, le personnage, maintenant, on sait un peu Oui. que ses prises de position sont parties un peu dans tous les sens. Mais Mm. sur la question de, de constituantes et tout, moi, j'étais à fond là-dedans aussi. Hein. Ah oui, mais clairement. Enfin, moi, je pense toujours que ça peut être une bonne solution, hein, clairement. Je me dis pourquoi pas. Après, est-ce que vraiment dans la pratique, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça peut marcher? Ça, j'en sais trop rien. Et j'avais même trouvé, alors vraiment de fil en aiguille avec la chaîne de la Tronche en biais, qui nous avait parlé un jour de la théorie argumentative du raisonnement. Je sais pas si ça te parle. Non, pas du tout. C'est quoi? Le chercheur, c'est Hugo Mercier. Il l'avait invité sur sa chaîne, euh, qui qui fait une supposition sur pourquoi dans l'adaptation, dans l'évolution de l'espèce humaine, quelle est la raison, l'avantage évolutif qui nous a donné notre capacité de raisonnement. À quoi elle sert? Pourquoi elle a été sélectionnée? Et c'était quoi sa réponse? Eh ben pour convaincre. Ah, Et sa théorie est super intéressante parce qu'elle intègre tous les biais qu'on peut avoir. Le biais de confirmation, etc. et mais du coup, ouais, putain, mais j'irai voir parce que je comprends pas comment ça peut être un bien. Pourquoi, d'un point de vue évolutionniste, c'est quoi qui est positif, tu vois? Je n'arrive pas à comprendre Alors, pourquoi les biais sont positifs. faut que je me remette dedans, mais Ah bah non, mais j'irai voir, t'inquiète. Alors là, clairement. et pourquoi j'ai fait le pont entre Étienne Chouard et ça, c'est que justement le travail en groupe et les organes de délibération en groupe et de discussion permettent d'arriver. Et ça, on a beaucoup d'études là-dessus et le travail d'Hugo Mercier recense tout. On a beaucoup de travaux scientifiques qui nous montrent que la délibération en groupe et les débats organisés comme ça, il faut qu'ils soient encadrés, mais ça amène à des résultats excellents. Et je trouve que l'idée de la constituante et des débats citoyens rejoint bien cette idée-là. Non, mais clairement, oui, 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 oui. Mais et c'est vrai que, enfin, j'ai cette sensation-là que quand on parle d'Étienne Chouard et de la constituante et du tirage au sort, pour des gens qui sont pas habitués à ce type de thème, direct, ils pensent que on veut remplacer l'élection par le tirage au sort et on va tirer au sort une personne, alors que c'est pas ça du tout. Tu vois? Enfin, moi, pour ceux qui nous écoutent, à titre perso, j'imagine une société qui peut potentiellement peut-être un peu mieux fonctionner. C'est une société dans laquelle on aura des élus, donc une chambre d'élus, et pourquoi pas une chambre de gens tirés au sort qui pourraient de temps en temps, sur certains sujets entre guillemets importants, qui pourraient de temps en temps, pour faire une loi précise, se mettre d'accord entre les élus, ceux qui sont élus par le peuple, et les citoyens tirés au sort qui seraient formés en amont sur le sujet sur lequel ils doivent rendre un avis, quoi. Et je trouve pas ça déconnant et ça me fume, ça me déçoit, qui est
aussi peu de politiques, voire même personne, qui propose ce genre de truc, parce que bah, ça bouleverserait pas non plus le système électif. Il y aurait toujours des élus, on peut même imaginer qu'il y ait toujours un président, mais juste, on rajoute une assemblée de citoyens tirés au sort, et puis voilà, on voit comment ça évolue. Et d'après ce que tu me racontes, là, effectivement, d'après les études qu'on a, on voit que bah, quand il y a des délibérations en groupe, bah, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Donc pourquoi pas mettre ça en politique, quoi. Mais oui, moi ce que je reprochais un peu à Étienne Chouard, c'est, alors peut-être que je l'ai mal compris, hein, encore une fois, mais j'avais l'impression que justement il voulait remplacer le système d'élus par le système de tirage au sort. Et là, je suis pas trop d'accord. Par contre, ton système, je l'aime beaucoup, et moi je trouve que les institutions avec des citoyens tirés au sort, elle est parfaite en complément des élus, comme tu viens de le dire, pour contrôler l'action des élus, évaluer leur action, et pour des organes de réflexion sur, par exemple, une loi bioéthique. Bah, ce serait le sujet idéal. Et on pourrait combiner ça avec du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, Ouais. où tu crées une instance tirée au sort qui est chargée de te faire un rapport d'étude avec des préconisations, et pourquoi pas un projet de loi, et tu soumets ça au référendum. Avec évidemment un débat public où il peut y avoir les élus qui interviennent et qui exposent leurs opinions avant le Ouais, vote. exactement, exactement. Ouais, c'est plus moi, voilà, je suis plus dans cette équipe-là qui nuancerait un peu, qui ferait un mélange d'élection et un mélange de tirage au sort. Je pense pas que ce soit déconnant, mais c'est vrai que quand tu amènes ça sur le débat public, c'est assez touchy, quoi. Direct, tu te retrouves avec les arguments. Oui, mais si tu tires au sort que t'es facho, yeah. Tu vois, enfin. Et il y a l'argument, on en a un dans les commentaires qui dit que former les gens sur un sujet, ça prend du temps et ça peut prendre des années. Mais les lois aujourd'hui, elles sont faites par des députés qui changent tous les 5 ans. Oui, et je rajouterais même que en fait, il y a déjà des expériences qui ont été faites pour former des citoyens sur des sujets politiques. Ça a été fait par Jacques Testard, et il a essayé ça en fait pendant, alors de mémoire, je crois que c'est 6 semaines. Il a sur plusieurs sujets. Il a formé des citoyens sur un thème précis avec des spécialistes du sujet. Il les forme pendant 6 semaines. Et en fait, bah, au bout de 6 semaines, ces gens-là, ils ont les bases. Alors, ils sont pas des spécialistes de sujet, mais ils ont les bases pour donner un avis éclairé et construit sur ce sujet précis. Par exemple, le nucléaire. Pendant 6 semaines, tu formes des citoyens. Pendant 6 semaines, ils ont les bases. Ils savent si tu prends telle décision sur le long terme, ça peut générer tel problème ou tels avantages. Et ils sont en capacité totalement de prendre des décisions, je dirais, le plus rationnel possible, quoi. De la même manière que pourrait le faire un élu aussi. Sauf qu'un élu, bah, il y a toujours alors à différents degrés, mais cette dimension de peut-être de conflit d'intérêts, hein, qui peut survenir, qui peut-être est moins présent dans les citoyens qui seraient tirés au sort et qui, eux, après, bah, rejoignent la vie civile et vont devoir subir, entre guillemets, les lois qu'ils auront votées, quoi, tu vois. Enfin, ou Et qu'ils même auront au-delà proposées. du conflit d'intérêts classique qu'on peut envisager, il y a parfois, on peut envisager un conflit d'intérêts entre le programme sur lequel ils ont été élus, ils se forment sur un sujet, ils changent d'avis, Mm. et il y a faire face à ses électeurs. Eh oui. Eh oui, il y a aussi ça, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, on le voit très souvent en politique, notamment à gauche, où tu as des élus de gauche, ça me fume, qui sont en mode écologiste à 1000%, et qui sont là en mode oui, le nucléaire, non, stop au nucléaire. Mais comment c'est possible, quoi? Et ces gens-là, malheureusement, vu qu'ils sont soutenus par une frange de la population, si du jour au lendemain, ils changent d'avis, bah, c'est la mort politique qui les attend. Donc ils sont bloqués. Même si certains, au fond d'eux, peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur, bah, ils peuvent pas du jour au lendemain dire bah non, attendez, je me suis trompé. En fait, quand je parlais du nucléaire, c'était des conneries ce que je racontais. Ils peuvent pas parce qu'ils sont des électeurs. Ils sont en conflit d'intérêt avec les électeurs, quoi, directement. En gros, quoi. Enfin bref,
C'est une sombre affaire. Ah oui, Ecclesia, vite fait avant de partir, est-ce que éventuellement je pourrais poster ton passage sur ma chaîne ou pas du tout? Ah oui, oui, aucun problème. Ah bah super, trop bien. Aucun problème. Ouais, bah excellent. Moi, je suis super content. Bah, je ferai des petites coupes de temps en temps pour fluidifier un peu tout ça, certainement, tu vois, mais ok, bon, bah excellent, je te remercie. Et bah, les commentaires me rassurent. Moi, ça fait longtemps que Ah, excuse-moi, je monopolise ton live alors que tu veux aller te coucher. Non, non, mais vas-y, y a pas de souci. Mais oui, je trouve que TikTok, c'est une plateforme géniale pour le débat. Et peut-être que je suis pas les bonnes sphères, mais je trouve que les débats de société comme ça, où on réfléchit à comment fonctionne notre société et tout, au sens large, et bah, j'en vois pas beaucoup. Ouais, enfin, bah, même, enfin, tu veux dire que t'en vois plus sur TikTok ou même sur TikTok t'en vois pas? Non, j'en vois pas sur TikTok. Mais Oui. après, c'est vrai que les gens que je suis, c'est vraiment axé sur la critique de l'islam, mais Ouais, moi de temps en temps j'en vois, mais enfin, et je m'inclus dedans. Hein. C'est pas je me considère pas mieux que ces gens-là que je vais critiquer. C'est que, enfin, nous on n'a pas de bac+12 master 8, donc malheureusement quand ça parle de sujets de société, ça vole pas haut, quoi. Tu vois vraiment les limites. Et encore une fois, je m'inclus dedans, et c'est pour ça que de temps en temps, s'il pouvait plus y avoir des gens qui ont une spécialité et qui ont des diplômes et qui peuvent s'exprimer plus souvent, ouais, je pense que là, ça pourrait être plus intéressant. Mais c'est vrai que les peu de débats que j'ai vus sur TikTok qui parlent de société, bah, c'est pas transcendant, quoi. Après, je sais pas, je suis peut-être pas la cible, hein, mais voilà. En tout cas, enfin, et encore une fois, quand j'écoute ce type de débat, je m'inclus dans ce que je dis, quoi. Voilà, je me considère pas comme au-dessus des gens que j'écoute. Hein. Vraiment, j'ai pas plus à apporter que ces gens-là que j'écoute, que je ne trouve pas transcendants, tu vois. Voilà. Mais oui, cela dit, il faudrait plus de petits débats comme ça, mais avec des gens comme toi qui sont spécialistes dans un domaine et qui ont un minimum de base, quoi. C'est ça qui oui, serait le plus mais intéressant. en fait, et peut-être ça peut aider effectivement d'avoir des gens qui sont un peu formés pour cadrer, rappeler les principes et dire C'est quelles sont ça? les possibilités. Hein. Mais au-delà de ça, il n'y a pas du tout besoin d'avoir un bac+12. Tu vois, la réflexion que tu as sur des instances de tirage au sort et les questions sur la justice, elles sont juste légitimes en fait. La justice, elle est rendue au nom du peuple français. Alors, tout le monde ne peut pas connaître parfaitement la justice, c'est normal. Mais moi, les sujets, par exemple, de présomption d'innocence et tout, j'adore en discuter, j'adore discuter de ça avec des gens qui n'ont pas de formation en droit. Parce qu'il y a des questions qui sont pertinentes que nous, on se pose même plus, en fait. Ah ouais, ouais, c'est pas faux, ouais. Et Ouais, c'est un tort. ouais, ouais, oui. J'ai une vision plutôt de la démocratie vraiment soit directe, soit semi-directe, où j'aimerais que la totalité des citoyens, ou quasi la totalité, aient leur mot à dire et leur vision à porter, quoi. Oui, oui, mais je suis d'accord avec toi sur ce principe. Mais par contre, moi, ce que je vois comme type de démocratie, c'est pas une démocratie comme comme on peut voir sur TikTok. Parce qu'effectivement, moi, si du jour au lendemain, je suis tiré au sort pour décider sur un sujet de société précis, technique, et que je suis pas formé, ben, je vais faire comme l'écrasante majorité de mes concitoyens, je vais dire de la merde. Je vais faire de la merde et voilà, je vais rester sur mes préjugés. Et c'est un peu ce qui se passe sur TikTok. Hein, de moi-même, parfois, quand je joue des lives, je parle de sujets que je ne maîtrise absolument pas. Et vas-y, je balance et je balance et je balance et ça parle et ça papote et en fait ça part dans tous les sens parce qu'en fait personne ne maîtrise absolument le sujet qu'on est en train de parler et ça part dans tous les sens. Et c'est vrai que cette démocratie-là où n'importe qui pourrait parler sans être formé au préalable sur le sujet, moi j'en veux pas. Je préfère une démocratie où les citoyens sont tirés au sort, comme ça n'importe qui a la même chance, mais surtout ensuite, une fois tirés au sort, que les citoyens soient formés sur le sujet sur lequel ils s'expriment. Voilà, c'est ça, je pense, Ouais, mais qui est le plus important. l'avantage des élus, parce que moi je suis très hostile à supprimer les élus, parce que il y a beaucoup de défauts, Oui, non, clairement. non, mais les élus, en les conservant, bien entendu, oui, Mais l'avantage par rapport au tirage au sort, c'est que tu choisis une direction, une vision politique. global, ouais, ouais, ouais.
Alors qu'un tirage au sort, bah, c'est le hasard. Alors tu me diras, à une grande échelle, ça reflètera à peu près la population. Ok. Oui, ouais. Mais il y a une notion de débat où normalement, tu es quand même censé prendre en compte les arguments et faire évoluer ton point de vue, et Mm. ensuite choisir une direction. Et, alors, moi, j'ai peut-être une vision un peu trop sélective. Je garde les bons côtés, j'enlève les mauvais. Mais par exemple, le référendum sur la Constitution européenne, tu voyais des réunions de gens avec le traité à la main, qui avaient aucune formation juridique, et qui allaient débattre de ça, quoi. Et ça, c'est un peu Ouais, mon idéal, mais ouais. c'est peut-être un peu utopiste. Oui, après, bon, l'utopie, ça veut tout et rien dire, quoi. Je veux dire, les gens qui se sont battus pour les congés payés, à cette époque-là, j'imagine qu'ils trouvaient ça utopiste, et pourtant, bah, on les a, les congés payés aujourd'hui, tu vois. Mais, euh, mais non, ouais, moi, j'imagine pas une démocratie sans former les gens au préalable, tu vois. Je veux pas, comme tu viens de me dire, là, des gens qui parlent de la Constitution, sans avoir aucune base, tu vois. Ça sent le fait divers pour moi. Et encore une fois, je ne me place pas en mode supérieur. Je m'inclus dans cette sphère-là, quoi. Et voilà, je suis comme tout le monde, quoi.